On filme la conf. Si vous avez un souci avec le fait d'apparaître à l'image, dites-le maintenant, car ce sera utilisé plus tard. Moi, ça tombe. C'est très bien. Ça va, Derek, c'est bon? Ouais, c'est bon. Du coup, l'idée, c'est... donc, moi, Thomas, alors c'est la première fois qu'on se rencontre de visu. Enfin non, moi je l'ai déjà vu parce que j'étais allé à un colloque à Paris 13, car le milieu du jeu de rôle français est un vivier extrêmement riche en initiatives de toutes sortes. Il y a plein de choses, beaucoup de discussions entre plein de créateurs qui font des initiatives vraiment dingues. Trouvais-je. Alors moi j'y suis arrivé par le biais de la pratique ludique, quoi. Le jeu de rôle, j'aime bien ça, j'en fais et tout. Et il y a des émissions YouTube, des podcasts radio, des conférences, vraiment tout le temps, plein d'événements. Et j'ai découvert le travail de Thomas, notamment par le biais d'un podcast qui s'appelle La Cellule, qui est un fameux podcast dans le monde du jeu de rôle, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est écriture indépendante et tout. Et il y avait une émission de 2 heures où Thomas présentait globalement son travail et aussi sa démarche, ses réflexions créatives, car Thomas tient également un site. Qui s'appelle Outsider. Voilà, où il parle et il partage plein de trucs autour de la créativité. Et dans ce podcast avec Romaric Briand, tu parlais notamment de ta démarche de pauvreté volontaire, si je ne me trompe pas. Et il se trouve donc que j'ai fait des tests d'un jeu de Thomas, qui est un auteur assez prolifique, qui crée beaucoup de choses. Et il cherchait des gens pour tester un jeu uniquement par forum. Bref, on l'a fait, c'était super sympa. Et il m'a proposé d'intégrer un peu les quelques animations qu'il donne lors d'un week-end, une fois par an, lors de sa tournée Paris-Émile-Vaux. Et au début, je me disais, ouais, je vais le ramener chez moi, ça va être sympa, avec des copains et tout. Et j'ai pensé à ici, parce qu'on se connaît bien. Et par rapport à ce que je connais de ta démarche et de ton discours, je trouvais ça assez pertinent que ça se passe ici. Parce que je crois que ce à quoi tu réfléchis un petit peu dans ta pratique en permanence, ça peut faire vraiment écho à des choses qui se passent ici, vu que, donc je fais un historique, pas pour vous, parce que vous connaissez bien, mais pour les 2 personnes qui ne connaissent pas vraiment ici. Donc le Shakirai, c'est des ateliers d'artistes, c'est la première fois que vous venez? Oui. Voilà. Donc le Shakirai, c'est tout cet endroit qui est géré par un collectif qui s'appelle Curivava, qui a plus d'une dizaine d'années d'existence maintenant, et à l'origine on était un collectif de squat. On squattait des lieux comme ça dans le but d'avoir des espaces de travail pour des pratiques artistiques diverses, plasticiens, comédiens, musiciens. Et on a fini par arriver ici en 2012 2010, il y a 8 ans. Non, 2012. Bon bref, il y a plusieurs années, c'est le lieu qu'on a eu le plus longtemps. On a commencé, on est entré ici illégalement et maintenant on est en convention avec la SNCF, ça appartient à la SNCF ici. Avant c'était des vestiaires de cheminots et un centre de formation à côté. Et on développe une activité, notamment parce que dans le contexte d'un foncier rare et cher à Paris, c'est très dur pour des artistes qui n'ont pas de moyens, de trouver des espaces de travail qui soient confortables, adaptés, etc. Et donc, tes problématiques autour de financement, niveau de vie, créativité, c'est vraiment quelque chose qu'on exploite ici, et c'est quasiment de fait, quoi, de par nos pratiques. Sachant que ces pratiques-là, elles évoluent, puisque maintenant, on est une USCI, puisqu'on gère 3 lieux comme ça dans Paris, qu'on dédie à différentes pratiques. Voilà, on est de moins en moins des rebelles. On commence vraiment à être du mauvais côté. C'est des avantages et des inconvénients. Voilà, du coup je me disais... On utilise le système. On utilise pour changer de l'intérieur, ouais. Je crois que François Hollande disait un truc comme ça. C'est toi qui dis. Voilà, et du coup je me disais que ta démarche elle s'inscrivait vraiment de manière pertinente ici. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir une pratique artistique qui, moi, je trouve vachement intéressante parce qu'encore une fois, moi, le jeu de rôle, je l'ai abordé de manière ludique. Et je trouve que cette idée ludique... Entrez. Installez-vous. Je trouve que cette démarche elle est d'autant plus intéressante. Mettez-vous où vous voulez, on est entre nous, c'est super.
elle est vachement intéressante parce que justement, nous ici, on a tous des pratiques un peu genre artistiques, quoi, telles que officielles. Et le jeu de rôle étant un hobby, quelque chose qui passe par la distraction, on va dire, ça arrive un peu par la petite porte et néanmoins, ça soulève plein de questions qui peuvent être vachement proches des... Bon, allez, voilà. Thomas. Bienvenue pour cette petite... c'est pas une conférence, c'est une conférence débat sur le, je rappelle, du coup c'est important. Vous aurez le droit de parler. Que je rappelle le sujet, oh super micro. Le sujet c'est pauvreté et créativité, comment on allie les deux. Et en fait il faut pas hésiter à me couper à tout moment, à demander la parole, on passera le micro. Alors j'insiste, pour qu'on utilise le micro, ça fait bâton de parole, ça évite qu'on se mange un petit peu les uns les autres, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc je pense qu'on est parti pour une heure et demie de débat tranquillement. Enfin, on va laisser les choses aller de façon organique. Si au bout d'une demi-heure on est fini, on ira boire un café, c'est pas grave. Yep. Alors je vais commencer par une petite anecdote. C'est au début des années 1900. Il y a un vieil homme dans les rues de Barcelone qui est renversé par un trolleybus. Comme il est habillé très simplement, en fait, les passants le prennent pour un sans-abri. Et donc il tarde à lui venir en aide. Quand il est amené à l'hôpital, ça commence vraiment à tarder. Et là, il décédera en fait quelques temps après. Cette personne, c'était Antoni Gaudí. Donc sans doute un des génies architecturaux de son époque, les plus importants, quoi. Et donc c'était entre autres l'architecte de la basilique Sagrada Familia à Barcelone, donc qui est un édifice complètement dingue, organique, végétal. En plus quelque chose qui a voulu partager avec les générations futures, puisqu'en fait ça a été ensuite repris par une série d'architectes qui ont de sculpteurs et compagnie qui ont remis leurs pattes, qui ont personnalisé les choses. Le chantier est toujours en cours, donc 100 ans plus tard. Et voilà, en fait, Antoni Gaudí, ça faisait des années qu'il avait renoncé à son salaire d'architecte, ou plus exactement qu'il avait réinvesti en fait dans le financement du chantier, en fait, pour s'assurer notamment que le chantier perdure. Et donc il avait sacrifié son confort personnel au parachèvement de son œuvre. Ça faisait des années qu'il dormait tous les soirs dans un lit de camp sur le chantier. Je vais poursuivre avec une autre petite... c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt un extrait d'un livre qui s'appelle L'éthique hacker, qui donne entre autres notamment 3 principes. Le premier c'est travailler pas pour de l'argent. Le deuxième c'est travailler avec enthousiasme. Et le troisième c'est travailler pour la communauté. Voilà, ça c'était une petite intro. En fait, quand on pense à la créativité, alors par exemple, si on pense à l'art, on peut avoir en tête une intelligentsia, une académie qui va valider ce qui est bien, que l'art en fait c'est un marché aussi, que la valeur en fait d'une œuvre d'art est fixée par le marché, par le public aussi, par la popularité de l'œuvre ou par une postérité. Quand on parle de créativité, on pourrait penser que la créativité c'est quelque chose en fait presque synonyme de productivité, qu'en fait on crée pour faire des produits, pour avoir de la rentabilité, pour rencontrer un marché. C'est des idées qu'on peut avoir, quoi. Mais en réalité, depuis toujours, d'autres paradigmes ont existé autour de la créativité. Pareil au début du siècle, dans les asiles psychiatriques, quand il y avait des personnes qui se mettaient à dessiner ou à faire des œuvres d'art avec des morceaux de matériaux récupérés dans les cantines, on les détruisait en fait. C'était juste l'œuvre d'aliénés et tout. D'ailleurs, c'était pas considéré comme des œuvres, quoi. Et puis en fait, il y a des gens comme Jean Dubuffet notamment qui sont intéressés, qui se sont dit qu'en fait, non, l'œuvre de ces personnes internées en asile psychiatrique avait effectivement une véritable puissance qu'il fallait absolument prendre en considération. Je pense que même que pour Jean Dubuffet, c'était même, dans son propre système de pensée, c'était même au contraire
ça avait plus de valeur parce que c'était quelque chose de brut qui venait d'ailleurs, qui était parce qu'en fait ces personnes elles créaient en dehors de tout référent culturel, en dehors de tout académisme, avec des moyens absolument misérables également. Donc, par exemple, vous avez Wölfi, dont vous pouvez admirer l'étoile au musée de Lausanne, qui était obsédé par des espèces de visages d'anges, par des partitions écrites dans un solfège inconnu en fait, qui en fait lui envoyaient des messages du paradis. Voilà, c'était des gens notamment qui avaient tendance à créer, inspirés par des voix. Et en fait, ça c'est un mouvement qu'on appelle l'art outsider, ou l'art marginal, l'art hors norme. Et c'est l'idée que, en fait, ces personnes qui ont vécu un isolement culturel, un isolement social, voire même un isolement psychologique, eh bien en fait ont une voix particulière à porter, ont une sincérité qui est différente, et que en fait ce qu'elles vont créer ont absolument autant de valeur que ce qui va être créé dans un milieu plus académique, quoi. Donc Wölfi, on peut prendre aussi Henry Darger, quoi, qui était un Américain, qui avait une quelqu'un qui en dehors de ça avait une vie à peu près normale, de personne ordinaire, quoi, mais qui avait qui avait un univers intérieur complètement dingue et qui peignait des fresques où il mettait en scène des petites filles dans des espèces de panoramas cauchemardesques. Et en fait, Henry Darger, c'est une sorte de Jérôme Bosch inconnu en fait de son époque, quoi. Donc c'est des personnes obsessionnelles en fait, marquées, guidées par des obsessions qui les gouvernent totalement. Henry Darger, il a notamment écrit une autobiographie complètement fantasmée qui faisait des milliers et des milliers de pages. Voilà, c'est notamment ce qu'on trouve. Alors, on va arrêter. Oui, je vais peut-être juste rajouter aussi que, enfin, de mon point de vue, que les artistes qui font de l'art brut ne sont pas évidemment dans la préoccupation d'un marché, mais j'ai l'impression aussi pas dans la préoccupation du beau, d'un résultat, et pas dans la préoccupation du regard de l'autre en fait. C'est aussi, je trouve, ce qui caractérise ce mouvement-là par rapport à l'art en général. Ouais, tout à fait, je filme à 100%. Je filme du chef avec enthousiasme. Oui, on a parlé d'art brut, on a parlé d'art outsider. On peut un petit peu avancer dans le temps, on arrive en 77, qui est quand même sans doute la meilleure année du siècle. Donc, là, Anarchy de UK, c'est l'année punk et tout. Et on a notamment l'apparition des fanzines punk, où voilà, c'est des gens qui faisaient des trucs à la photocopieuse, à moitié à la main, à moitié avec des textes massicotés et recollés en fait sur leur propre maquette, avec absolument aucun respect du droit d'auteur, c'est-à-dire que généralement les fanzines punk, en fait, ils étaient fabriqués à partir d'images découpées dans d'autres magazines, et puis recollés, et qui seraient appropriés totalement, avec, comme vous pouvez imaginer d'un fanzine punk, une liberté de ton absolument absolue, et puis entre guillemets un mépris total des règles de mise en page et de lisibilité. Donc on peut voir il y a un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Fanzine, la révolution du DIY, du do it yourself de Till Triggs. Et on voit des photos de fanzine. Il y en a un par exemple, c'est vraiment des textes tapés à la machine, recollés dans tous les sens. On dirait des lettres anonymes, c'est à moitié caviardé et tout. Après, je ne sais pas, peut-être que j'anticipe un peu sur ce que tu avais prévu de dire, mais du coup, là, il y a une connexion totale avec ton travail à toi. Je pense notamment à tes livres artisanaux. Donc, je ne sais pas si tu avais l'intention, si j'anticipe un peu par rapport à ce que tu avais prévu, mais je pense aussi sur le côté fanzine et tout, au travail de Joanne Scipion sur Sombre, qui est quand même complètement dans cette mouvance-là aussi, même si c'est très bien rangé. Donc oui, alors tout ça c'est du jeu de rôle, du coup ça va pas forcément, ça va moins vous parler que les peintres et tout ça, mais le travail de Thomas se rapporte, enfin en tout cas pour moi, se rattache complètement à ce que tu es en train de décrire
Mais du coup, tu allais peut-être le développer, du coup, cette intervention est un peu bordélique. Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, le punk, c'est à la fois une esthétique et une éthique. C'est-à-dire qu'il y a en fait, une esthétique qui est tout simplement de emmerder tout ce qui est censé être esthétique, hein, et une éthique qui est finalement par exemple, des gens comme Joy Division, ils refusaient en fait d'être. Parce que très rapidement, le punk est quand même récupéré par les majors et tout. Les Sex Pistols, ils étaient signés par Universal. Le punk, il est quasiment mort en même temps qu'il est né. Et notamment, à l'époque, les magasins de disques, les marchands de disques, c'était super important qu'il y ait les gueules des musiciens en fait sur les albums, quoi. Et Joy Division, par exemple, c'est partie des groupes qui refusaient en fait cette idée de la notoriété et cette idée en fait de vendre ton œuvre, ta musique sur ton histoire personnelle, parce qu'en fait c'est ça quand on met les... Bon, évidemment, je suis d'accord que les gens soient reconnus pour leur boulot, il n'y a aucun souci. Mais c'est très fort en fait de mettre les visages des musiciens sur une pochette d'album ou sur un livret et tout. Parce qu'en fait, c'est pas l'œuvre de la personne qu'on te vend, c'est la personne en fait. C'est sa vie en fait. Et Joy Division en fait voulait justement diviser ça, quoi. De dire, ils voulaient que leur œuvre soit considérée pour ce qu'elle était et pas pour eux. Donc voilà, après l'éthique punk, on pourrait en parler très très longtemps. Mais bon, notamment avec le refus justement du Star System. Et encore pour finir sur la pauvreté de moyens, il y a un mouvement en Italie, je crois que c'est l'après-guerre, qui s'appelle l'Arte Povera, où en fait il faut voir que dans le milieu, dans le milieu on va dire muséal, galeriste de l'art, quoi, c'est quand même souvent des œuvres d'art qui sont fabriquées à partir de matériaux très chers et qui sont pérennes, quoi. Bon, dans le milieu de la sculpture, je pense qu'encore aujourd'hui, le bronze il va être par exemple mieux considéré que l'argile, quoi. Et en fait, l'Arte Povera se fixait pour objectif d'utiliser des matériaux qui n'étaient pas nobles, d'utiliser des déchets et d'utiliser des matériaux qui étaient putrescibles, par exemple des œuvres avec de la salade et tout. Voilà, de faire des œuvres qui étaient éphémères, limitées dans le temps, et où on n'avait pas la prétention en fait de braver l'éternité avec son œuvre. Donc ça c'est l'art pauvre. Donc déjà c'était un petit peu le premier volet en fait. Ce qu'on peut déduire de ces différents mouvements créatifs en fait, c'est que la créativité elle peut tout à fait être dissociée des moyens financiers et aussi des buts financiers. Et on va essayer de voir aussi à quel point finalement, non seulement la créativité elle est possible sans moyens, mais on va se demander si au contraire elle ne serait pas émancipée par le manque de moyens en fait. Si finalement, est-ce que la pauvreté en matière de créativité, ce serait pas au contraire un synonyme d'abondance? Il y a peut-être des réactions avant que je déroule un petit peu sur autre chose. Je sais pas si la créativité est plus forte, enfin moins on a de moyens, elle est plus forte, mais je pense que ce qui est important, pour moi, moi je suis sculpteur, je travaille la terre, justement c'est intéressant ce que tu disais sur le bronze, parce que le bronze, moi, m'intéresse assez peu, je trouve que c'est une matière morte, au-delà de son coût et du fait que de toute façon j'ai pas les moyens d'en faire, mais c'est tout ça. Mes pièces, la terre pour moi est une matière vivante et c'est important de ce point de vue-là de conserver ça. Après, moi, ce qui, dans mon travail, m'apporte de la liberté, c'est que quand je travaille, je ne travaille que pour moi en fait. Je ne travaille pas sur un système de commande par rapport au désir ou au regard de quelqu'un d'autre. Après, je t'avoue que j'aurais plus de moyens, un four plus grand, tout ça, je serais content. Mais voilà, pour moi, il y a une Kenyo Kichi qui circule. Il y a quoi? Une Kenyo Kichi. Ah cool. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est pas nécessairement dépendant des moyens que j'ai.
mais de la finalité, c'est-à-dire que avant tout ça m'appartient. Après, j'ai quand même évidemment le désir de montrer le travail et éventuellement d'avoir un retour dessus, mais quand je le fais, ça n'est que pour moi, quoi. Voilà. Bonjour, Vincent. Je suis Anna-Marie Schiller. Je fais partie d'une association du 19e arrondissement qui propose des ateliers dédiés d'art-thérapie pour personnes en situation de handicap. À un moment donné, je fais aussi partie d'une association, je ne sais pas si vous connaissez, qui lui aussi a la SNCF de l'autre côté du canal, la Vache Bleue. Donc là, je fais ici de la sculpture, la taille de pierre, et je suis psychologue de formation, avec une formation en art-thérapie à Saint-Anne. Alors là, par rapport à ce que tu viens de dire, et je pense que ça va ensemble. Je le vois actuellement, on commence, on démarre à nos ateliers le mois de juillet, à la Pépinière, je fais de la publicité, et à la Pépinière Matisse, avec les personnes handicapées, on n'a pas de subvention. C'est vraiment des dons des anciens collègues de l'éducation nationale, des bribes. Et là, je le vois, vraiment, et on n'est qu'à nos débuts de ces ateliers, même si on a travaillé dans l'éducation nationale, dans les privés, si on n'a pas le matériel, tu as toute la bonne foi d'y aller, d'avancer, de proposer quelque chose à ces personnes-là qui sont dans des situations précaires. Parce que ça prime malheureusement. C'est des personnes qui sont isolées. L'handicap isole les familles et isole les personnes handicapées. Donc là-dessus, nous en tant qu'association, on essaye de venir en aide à ces personnes avec des petits groupes de parole et des ateliers de dessin, peinture et sculpture et tout ce qui va avec, de l'art-thérapie. Mais si on n'a pas des ressources, c'est difficile. Nous, on est là. Et c'est vrai que là-dessus, même si on a toute la bonne foi du monde, j'insiste, mais si on n'a pas le matériel, c'est très difficile. Merci. Donc là, c'est ensemble, ça va ensemble. Mais la créativité, elle est toujours là. Là, elle est toujours à rendez-vous. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a vraiment la question du média qu'on travaille. Moi, par exemple, je suis comédien, on est plusieurs dans le spectacle vivant et pas être plasticien. Et là, la question de l'argent, elle est évidemment identique, mais elle se pose d'autres manières. C'est-à-dire que l'argent ne sert pas aux mêmes choses, quoi. On n'achète pas du matériel qu'on va travailler, etc. Ça va être la location d'espace, par exemple. Alors, un plasticien, il a besoin de louer son atelier aussi, mais c'est un rapport qui est complètement différent des fois, et d'autant que, en tout cas dans le théâtre, il y a c'est très éphémère, hein. Pour le coup, tu parlais des matières putrescibles et des choses qui restent pas, qu'on n'inscrit pas. Un spectacle, à un moment, il s'arrête et c'est fini, il ne reviendra plus jamais. Du coup, c'est vraiment un média qu'on est obligé de travailler en partant du principe qu'on investit de l'argent pour quelque chose qui va vraiment disparaître à une échelle très très rapide. Il y a 10 ans, ça c'était quand j'étais à la fac, c'était il y a longtemps, mais je crois que la statistique, c'était la statistique dans les spectacles subventionnés, donc qui bénéficient d'argent public, la moyenne de représentation, c'est 2 représentations en France. Donc évidemment avec des gaps énormes en fonction du niveau de subvention et du réseau dans lequel ça tourne, mais voilà, à l'arrivée, quand tout est cumulé, c'est 2 représentations d'un spectacle qui bénéficie d'argent public. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, pardon, je ne vais pas te répondre, sur ce que tu disais aussi sur la liberté. Donc, moi, je suis comédienne aussi et metteuse en scène, et du coup, les sous qu'on a, c'est souvent des sous publics, c'est des subventions. Et en fait, moi, je suis partagée avec le fait d'en demander et d'en avoir, ce qui est extrêmement plaisant parce que souvent ça sert à salarier des gens, donc effectivement à louer des locaux et tout ça, mais aussi à payer des gens, donc reconnaître le travail professionnel des artistes qui travaillent, et ça c'est super. Et en même temps, il y a un endroit où se questionne la liberté du travail dont tu parlais. Donc la chance qu'on a, c'est que comme c'est des subventions publiques, on est quand même relativement libre de proposer quelque chose, mais il y a un endroit où on est tenu de rendre des comptes à un moment, et aussi des comptes artistiques, pas juste des bilans et d'avoir fait tant de dates, etc., mais aussi artistiquement, qu'est-ce que tu as foutu dans ta création. Et ça, il y a un endroit où moi je suis gênée, je suis vraiment partagée, j'ai pas trouvé de réponse encore, entre cette question du coup de la créativité et de la liberté artistique et le fait d'avoir de l'argent, parce que aussi on est, comme tu disais,
quelque part il faut plaire, parce que il faut le vendre, ton spectacle après et tout. Et du coup, moi ça me questionne, qu'est-ce que tu fais? En même temps, pas du tout avoir d'argent, ça veut dire jamais en vivre aussi. Et comme je défends le fait que les artistes, quels qu'ils soient, doivent être, sont professionnels, c'est leur métier, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment questionnant ça, en tout cas en théâtre, sur la liberté quoi qu'on a une fois qu'on a un peu d'argent de faire quelque chose. Et je crois qu'il y a pas mal d'artistes en fait, pour qui la solution c'est de scinder vraiment les deux. Moi c'est ce que j'ai fini par faire en fait, parce que j'étais graphiste, illustrateur, je le suis toujours, mais en espérant en vivre et me faire plaisir. J'avais une écriture, j'avais ce désir-là, et petit à petit, à force de devoir répondre à n'importe qui et à en vivre en fait, pour payer mon loyer, tout ça, j'ai fini par me perdre là-dedans, par me dissoudre et par perdre le désir en fait, jusqu'à ne plus savoir ce que j'avais envie de faire de ça. Et il a fallu que je dissocie ça, que je fasse justement ce travail personnel qui ne m'appartenait qu'à moi, pour être à nouveau prêt à répondre à n'importe quelle commande et à dire ok, ça je te le fais parce que de toute façon aujourd'hui je m'en fous. Il n'y a plus rien de moi là-dedans, il n'y aura pas d'investissement artistique personnel, pas d'affectif là-dedans, parce que je l'ai déplacé, je l'ai mis ailleurs en fait, et que cet ailleurs, j'espère pas nécessairement en vivre, si je peux en vivre tant mieux, mais au moins j'ai pu dissocier les deux et vivre à nouveau, pouvoir rebosser tranquillement, l'esprit tranquille, parce que j'avais cette chose à côté que je préservais et qui ne m'appartient qu'à moi en fait. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas réagir directement, déjà parce qu'en fait, les interventions se suffisent. Juste, ce que j'ai noté, c'est vrai qu'il y a des inégalités, en fait. C'est-à-dire qu'en face à la créativité, on est inégaux, des inégalités de moyens financiers, moyens matériels, tout simplement des inégalités de ressources, des inégalités aussi de rencontres avec le public. Hein. Tu parlais de ta moyenne de 2 représentations, tu as aussi souligné que je pense que c'est beaucoup, il n'y en a qu'une, et puis certains, c'est 100 représentations, quoi. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une inégalité là aussi, quoi, hein, tout simplement de popularité ou de portage vers un public. Et puis il y a cette question de, moi si je veux être créatif, comment je peux vivre de ça, et à quel point tenter d'en vivre en fait, ne va pas m'obliger à faire entre guillemets, à réduire un peu mes désirs pour effectivement plutôt bosser sur les désirs des autres, et notamment des commanditaires, des mécènes ou du public. Et donc chacun a ses réponses. Hein. Je n'ai certainement pas l'ambition d'en proposer une qui va pour tout le monde. Là, je vais juste un tout petit peu parler de mon exemple personnel, qui pour le coup ne marche que pour moi. Mais par exemple, pour revenir sur l'idée de le manque de moyens à créer la créativité, quand j'étais petit, attention, je ne vais pas vous faire les misérables, mais grosso modo, donc moi je suis fils de petit agriculteur. Ma mère était VRP, mais dans des activités qui marchaient pas et tout. Il n'y avait pas forcément énormément d'argent dans le foyer. Et notamment, ça impactait le volume de jouets qu'on pouvait avoir, quoi. On avait assez peu de jouets. La conséquence que ça a eu sur moi, c'est que à partir de 6 ans, j'ai créé des journaux, des fanzines et des jeux de société, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, je suis game designer, rédacteur en chef et tout. Et ça m'a amené à ce que je suis, quoi. Bon, il y avait que moi dans l'équipe, hein, c'était facile. Les conférences de rédaction étaient rapides. Ouais, exactement. Plutôt une bonne entente. Et je pense que moi, personnellement, si j'avais été inondé de jouets, peut-être que j'aurais absolument rien créé, quoi. Parce que, en fait, j'étais obligé de créer, de créer mon amusement, quoi, tout simplement. Ceci dit, j'ai beau avoir fait des jeux en fait dès que j'avais 6 ans et avoir continué d'en faire de façon très très régulière, c'est pas du tout ce que j'ai fait en termes de carrière. Je suis devenu ingénieur agricole alors que ça me plaisait pas du tout, mais qu'il y avait des débouchés. Et donc j'ai fait ça, grosso modo, j'ai consacré à peu près 15 ans à l'agriculture en comptant les études et le travail, où on va dire que c'était plutôt une souffrance parce que j'étais complètement à côté de ma vocation en fait. Ça, bon, c'est super, on est très ingénieur agronome, mais il faut avoir envie de le faire tout simplement, quoi. Voilà, si on veut avoir de la permaculture, de choses comme ça, c'est peut-être bien qu'on ait un peu plus d'ingénieurs agronomes qui s'intéressent au truc.
Et en fait, donc il y a 3 ans, j'ai lâché tout ça. Et donc je suis devenu auteur de jeux de rôle à temps plein, quoi. Je le faisais déjà avant, pendant mes heures de bureau. Et là, je l'ai fait à la maison tout seul, quoi. Et vous allez me dire, les gens, la question que me posent les gens, en fait, qui est très légitime, ça rapporte, ça va, tu as envie et tout. Et en fait, ça me rapporte 0 €. Voilà, ça me rapporte rien. Et je n'ai pas de RSA parce que quand mon épouse a un travail, donc en fait, je n'ai aucun revenu. Et donc ça fait 3 ans que ça dure, et je pense que ça durera encore quelques temps. En fait, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est l'objectif, en fait. Voilà. Et donc, oui. Juste une question du coup sur par rapport au jeu de rôle. Du coup, quand tu me dis que ça te rapporte rien, c'est parce que tu cherches pas à te faire éditer, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi l'économie du jeu de rôle et tout ça, parce que peut-être qu'on n'est pas tous familiers avec ça aussi. Ouais, excellente question. En plus, ça va me permettre de rebondir sur la remarque que tu avais fait, Benjamin. Alors, donc le jeu de rôle, grosso modo, c'est un jeu de société où, grosso modo, on va se mettre à plusieurs et on va vivre une aventure imaginaire. Donc, les gens vont incarner des personnages ou éventuellement le décor ou les figurants du jeu. Et puis, ça va aller comme ça. Et en fait, pour jouer à un jeu de rôle, il faut essentiellement un manuel de jeu qui va donner en fait des idées d'histoire, qui va donner un cadre de jeu, un univers, et puis qui va donner des règles pour trancher les litiges. Et en tout cas en France, c'est une industrie de niche, le jeu de rôle, mais c'est une industrie, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, qui se finance, en fait, les livres de jeux de rôle se financent essentiellement par financement participatif. Donc l'éditeur, en fait, propose un jeu de rôle avec des contreparties, donc plus les gens payent le jeu de rôle, précommandent le jeu cher, plus le jeu sera fourni, en fait. Donc si on paye plus cher, il y aura plus d'illustrations, si on paye plus cher, il y aura plus de pages, si on paye plus cher, la couverture sera plus grosse, et ainsi de suite. Donc, on est sur des choses essentielles. Voilà. Par exemple, le vernis sélectif, ça fait quand même partie des choses qui sont très très importantes sur la couverture. Ça fait la valeur ajoutée. Et c'est vraiment important de vous parler de ça parce que quand la plupart des critiques de jeux de rôle, ceux qui font des critiques qui sont censées être ludiques et artistiques, font des critiques de jeux de rôle, en fait, vous commencez d'abord par vous expliquer le nombre de pages, le poids de l'objet, le nombre d'illustrations, et ainsi de suite. Et évidemment, on précise si ou non il y a un vernis sélectif. Et Johan Zipion, en fait, par exemple, ce qu'il fait, c'est que ces fanzines de jeux de rôle, il n'y a pas d'illustration. Il y a juste une illustration de couverture, il n'y en a pas. Et ça répond à 2 choses, en fait. L'idée, c'est effectivement comment je fais pour suivre mes désirs créatifs et pas les désirs de l'autre. Parce qu'en fait, dans le financement participatif, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un public qui va vous imposer ses désirs. Les gens veulent du vernis sélectif. C'est que les gens veulent du vernis sélectif. Et en fait, il y a des stratégies à développer, en fait, si on veut préserver son expression, sa sincérité, en fait. Parce que mon opinion personnelle sur la créativité, c'est que c'est juste un langage. C'est dire, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous, et qu'on ne peut pas forcément dire juste par une conversation. Ou alors, j'ai envie de dire une conversation, dans ces cas-là, c'est de la créativité aussi. Et je me pose la question de savoir ce qu'on peut dire avec un vernis sélectif. Est-ce que vraiment on est en train de dire quelque chose? Ou est-ce que... Et donc, les stratégies qu'on a pour garder cette indépendance créative, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a tendance à dire « Ouais, mais les gens, en fait, ils veulent quelque chose qui les rassure. » mais en fait, je pense pas que les gens veulent ça, en fait. Les gens, c'est votre voix qu'ils veulent entendre. C'est juste qu'ils le savent peut-être pas, mais et en termes de... La créativité, en fait, c'est ce qui nous permet d'évoluer en tant qu'espèce. C'est vraiment un mécanisme de survie. Et donc, ça veut dire que si on est 7 milliards, et qu'on est 7 milliards à s'exprimer de sa façon unique et différente, on a un arbre évolutif qui va dans toutes les directions. Si on est 7 milliards à s'exprimer de la même façon, à votre avis, comment on évolue en tant qu'espèce? Alors, on n'évolue pas, en fait. Donc, c'est quoi ces stratégies pour rester autonome, en fait?
il y a des trucs, par exemple, comme le zéro charge. C'est-à-dire qu'il faut justement que notre créativité nous coûte le moins cher possible. Donc faire des livres sans illustration, ça veut dire qu'on ne paye pas d'illustrateur notamment. Ouais. Après, j'ai acheté des livres avec du vernis sélectif. Mais j'ai aussi acheté des livres à Thomas, du coup, des livres de Thomas. Du coup, parce que, par exemple, les illustrations, je prends vraiment un exemple qui parlera à personne, à part peut-être toi. Tu vois des Genesis ou pas? Le truc allemand. Bon, c'est des bouquins énormes qui coûtent vraiment beaucoup trop cher, mais qui ont une identité visuelle vraiment très très affirmée. Et alors on est d'accord que les dessins n'ont pas de fonction directe par rapport à ce qu'on va faire après en jeu de rôle, néanmoins, pour moi ça n'a pas... c'est une forme de créativité aussi, il y a quelque chose qui s'exprime à travers le fait qu'il y a des illustrateurs qui sont payés avec des dessins qui sont imprimés de manière très très industrielle, mais en même temps très très poussée techniquement, parce que ça apporte quelque chose dans l'absolu. Ça n'a pas une fonction immédiate en termes de pratique de jeu, si on reste encore une fois sur la question du jeu de rôle, mais ça a quand même une fonction, je trouve, mais qui serait plus périphérique, mais qui est pas inexistante. Moi, je trouve que ça a une fonction, ça a aussi une fonction sur l'imaginaire en fait d'un rôliste. Toute l'imagerie qu'il peut y avoir à travers un livre. Enfin, moi, j'ai toujours été super attentif à ça. J'ai encore des noms d'illustrateurs de jeux de rôle, des trucs comme ça qui m'ont nourri aussi, qui ont nourri mon imaginaire. Et ouais, pour moi, c'est pas juste une illustration dans le sens d'une vignette, une image au milieu de texte, quoi. Enfin, ça a vraiment eu son importance en fait. Voilà. Après, voilà, c'est tout. Juste, si je peux me permettre de rajouter un truc, ce que tu n'as peut-être pas dit, enfin ça a peut-être encore changé, j'en sais rien. Moi je joue au jeu de rôle il y a très longtemps. Le jeu de rôle a vraiment eu son heure de gloire avant l'arrivée du jeu vidéo, des jeux de cartes magiques et tous ces trucs-là. Enfin, il y avait un vrai marché foisonnant et qui explosait, quoi. Aujourd'hui, enfin, je suis pas bien au courant, mais c'est sûr que c'est sans doute beaucoup plus discret, intimiste et que tu gagnes sans doute beaucoup plus difficilement ta vie en étant éditeur de jeux de rôle qu'il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, même si le vernis sélectif est en train de sauver l'industrie du jeu de rôle, mais ça, c'est vrai quand même ce que tu dis. En fait, il y a la question de l'individuel et du collectif, en fait. J'ai quand même commencé en parlant de Sagrada Familia, donc là on parle quand même d'une putain d'œuvre... non, pardonnez-moi, c'était oppressif. On parle vraiment quand même d'une sacrée œuvre collective, quoi. Mais en fait, l'argent vient fausser les rapports. C'est-à-dire, tu parlais, ouais, dans tel bouquin de jeu de rôle, il y a plein d'illustrations, il y a une véritable identité, tu vois, c'est pas juste pour vendre un peu plus le machin. Alors, je suis entièrement d'accord. Mais c'est l'identité de qui, en fait? Est-ce que c'est l'identité de l'illustrateur ou est-ce que c'est l'identité de l'auteur du jeu, en fait? Lequel des deux a dû vendre, en fait, quelque part son âme pour que le truc se fasse? Et l'argent faut ses rapports, ça me paraît évident. J'adorerais qu'on puisse être payé pour faire ce qu'on aime, mais je me demande si c'est possible, en fait. Je pense que ça dépend de ta notoriété, en fait. Quand tu t'appelles à peu près n'importe qui, tu fais ce qu'on te dit de faire. Quand tu t'appelles Bilal, on vient te chercher parce que tu t'appelles Bilal et que tu as ton univers et ta patte, en fait. Donc je pense qu'il y a les deux. Et je sais pas dans quelle mesure un auteur travaillant avec un illustrateur, et inversement, il n'y a pas nécessairement corruption. Peut-être que les deux peuvent se retrouver à travers un projet et créer encore une émulsion supplémentaire, quoi. Je rajouterais aussi, moi je fais aussi de la musique et je suis aussi comédienne, mais j'ai enregistré un album et ça a été collectif. Et ça m'a pas dérangé qu'il y ait des choses que je n'avais pas prévues qui se fassent, même par rapport à la couverture de cet album. J'ai essayé d'être aussi, de donner
de la liberté aux autres. Et je pense que du coup, l'œuvre est collective et personne n'a vendu son âme pour faire cette œuvre. Voilà. Et en même temps, il n'y avait pas... Pardon. Parce que, enfin, tu me m'arrêtes si je me trompe, mais en même temps, la question financière, elle n'était pas... elle existait, parce que de fait, ça coûte de l'argent de faire un album, mais les gens avec qui tu as bossé sur l'album, la question financière, elle n'était pas primordiale. C'est-à-dire que c'était des gens avec qui tu travaillais déjà de toute façon, et qui acceptaient de toute façon, qui disaient pas « oui, ok, je bosse si tu me payes tant ». Du coup, tu as fait une œuvre collective, mais qui n'était pas... La question financière, de toute façon, elle n'est pas venue conditionner la participation des autres. Tu vois. Alors que j'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est que la question de l'argent peut créer une hiérarchisation dans... Quand ça se passe de façon verticale. Ouais. Alors après, c'est sûr qu'ici, je crois que tous dans nos pratiques, on est plus habitués à la verticalité. C'est super dur, d'accord. C'est pas facile pour tout. Ça dépend, Benjamin. Elle est où ta main gauche? Déjà, cette phrase, on ne vit pas d'amour à l'art. Juste cette phrase, une phrase que moi, malheureusement, je l'entendais toujours dans mon entourage. Maintenant, je me pose la question sérieusement si c'est à cause de ça que, comme toi, et je suis assis à notre chemin, pas forcément celle d'être artiste, mais passer par un autre chemin. On ne vit pas d'amour à l'art. On l'entend très souvent. Et c'est vrai que être artiste, c'est, même si on ne veut pas, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure de désir. Le désir, c'est toujours le désir de l'autre, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est dur d'entendre ça. L'artiste, et qui autorise l'artiste à être un artiste? On est, on le devient. À quel moment? C'est le regard de l'autre qui vient te dire oui. Donc voilà, tu existes, tu es quelque chose, même si on l'était déjà à la base. Mais il y a toujours ce regard de l'autre qui vient confirmer certaines choses ou pas. Pour certains artistes, ça ne va pas forcément apporter quelque chose. On va créer quelque chose, même si aussi on pourrait parler de la création ex nihilo. C'est un long sujet de débat. Donc, mais il y a toujours cette partie-là, et je le vois comme ça un peu, des sacrifices. Notre désir il est toujours là, dans l'ordre, mais c'est vrai que le regard de l'autre, il passe. Inéluctablement, il passe par là, par ce désir. Donc voilà. J'aime bien cette idée que... Enfin, j'aime bien cette idée que ce soit le regard des autres qui nous fait exister, mais ça peut aussi nous éclairer du coup sur certaines oppressions en fait. Quand on jette à la poubelle les œuvres d'une personne parce qu'elle est en asile psychiatrique, en fait, quelque part, c'est aussi c'est la personne qu'on jette en fait. C'est tout simplement, en fait, cette personne, on nie son existence en fait. Si vous entre guillemets, si vous niez le fait que la personne s'exprime, vous niez son existence. Et par exemple, et je pense que du coup, en tant que regardant, je pense que c'est important d'être vigilant et de rappeler ça, c'est que c'est notre regard qui fait exister les autres, et que si on refuse de regarder une personne, si tout le monde refuse de regarder une personne, ben elle finit par disparaître, quoi. Et quelque part dans le milieu culturel, c'est ce qui se passe en fait, parce que on pourrait avoir tendance à dire, moi je vais aller regarder par exemple des séries sur Netflix qui ont été financées très très cher et tout, qui ont été soutenues par beaucoup de publicité, dans lesquelles il y a des stars, quoi. Parce que ce sont des valeurs sûres, je suis sûr que je vais passer un bon moment. Ouais, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Parce qu'effectivement, il y a des sacrés moyens qui ont été mis. Mais ça peut aussi dire que quelque part, le temps que vous passez à regarder sur Netflix, à regarder une série qui a coûté très très cher et qui va être regardée par des millions de personnes, eh bien peut-être que quand vous passez dans la rue et qu'il y a un musicien qui chante, vous ne le regardez pas en fait. Parce que lui, il a quelle légitimité, quoi. Qui est-ce qui le finance? Est-ce que c'est une star? Non, en fait. Enfin, ça sert à rien de le regarder. Et donc, voilà, je pense qu'on a une responsabilité en tant que public d'aller, en fait, de prendre des risques et d'aller vers des personnes qui seraient moins visibles, quitte à se planter, hein. Tu vas rester écouter le musicien des rues et puis tu vas signer des oreilles, hein, c'est possible. Voilà. L'autre
l'autre stratégie, justement, pour garder une indépendance créative, c'est la gratuité. Je ne vends pas ce que je crée. Je le donne. Donc, bon, en ce qui me concerne, moi, la façon dont je le fais, ce que je produis, c'est essentiellement du texte, des manuels de jeux de rôle. Bon, il y a des illustrations aussi, puisqu'on parlait moi, il y aura la question de ne pas pouvoir payer des illustrateurs. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis auto-formé à illustrer. Je me suis mis à faire du photomontage dans l'esprit punk et tout. Et en fait, ça m'a permis de découvrir que j'aimais ça. Et en fait, de développer une capacité à faire des photomontages, à m'exprimer par ce biais et tout. Et finalement, j'ai enrichi ma palette de cette façon-là, quoi. Bon, après, j'ai du bol parce que maintenant, en fait, mon principe, c'est que je paye plus les illustrateurs. Parce que comme ce que je fais, c'est gratuit, je ne paye plus mes collaborateurs. Mais ils le savent, c'est cash. Généralement, ce que je fais, c'est que je propose de collaboration à personne. Je laisse les gens me proposer, en fait. Donc, il arrive évidemment, par exemple, qu'un illustrateur ou une illustratrice me fasse l'honneur de me proposer une collaboration. Et là, j'explique qu'il n'y a aucun souci, mais on travaille sur un livre gratuit. Donc, je ne vais pas faire d'argent dessus. Tu ne t'en feras pas non plus, en fait. Et est-ce que du coup il y a un principe de liberté pour l'illustrateur aussi? C'est-à-dire que même s'il te propose des choses dans lesquelles toi tu te reconnais pas par rapport à ton travail, tu le laisses passer ou pas? En ce qui me concerne, il y a deux libertés. La première, c'est tu mets tes illustrations dans mon bouquin, mais tes dessins ils t'appartiennent. Ça veut dire que si 6 mois après tu viens me voir et tu me dis j'ai plus envie que mes illustrations soient dans ton bouquin. Bon, moi c'est possible parce que mes illustrations en impression à la demande. On refait une maquette sans les illustrations, on refait une maquette expurgée. Et puis voilà, en fait, il a retiré ses billes à la personne. La personne aussi, elle garde tous ses droits sur ses illustrations. Donc si elle veut les mettre dans d'autres bouquins, si elle veut les vendre à une autre personne, il n'y a aucun souci. Moi, je suis entièrement d'accord. Et en termes de liberté, disons que la chance que j'ai, comme c'est plutôt des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, donc on va dire qu'on démarre avec une certaine connexion, quoi. Généralement ce que je fais, c'est que l'illustrateur, je lui propose de lire le livre, la personne lit le livre, et en fait après elle fait ce qu'elle veut en termes de quantité d'illustration, de contenu et tout. On peut discuter sur des micro-détails, mais généralement c'est ça en fait, elle livre son interprétation. Mais du coup tu acceptes, à partir du moment où elle te livre 50 illustrations ou même 20 illustrations, tu acceptes de les mettre, tu ne te donnes pas un droit de regard par rapport à ton travail de base en tant qu'auteur? Non, après, j'ai l'air toujours brut de décoffrage quand je parle, heureusement vous êtes tous là pour me nuancer, c'est bien. Pour le moment, j'ai encore pas rencontré le cas non plus d'un illustrateur qui me fasse un truc complètement orthogonal de ce que j'ai imaginé. Mais voilà, l'idée, c'est que finalement, la personne qui collabore avec toi, c'est quelque part, c'est ton premier public, en fait, c'est une lentille, quoi. C'est-à-dire, tu t'es exprimé, elle t'a écouté, puis elle s'exprime à son tour, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même accepter ça, quoi, ou sinon tu fais pas de collaboration du tout. Ouais, moi je voudrais rajouter une petite chose qui a un rapport avec le côté collectif et le côté collaboration qui joue, moi je trouve, dans la créativité, c'est du coup cette contrainte que ça crée. Et au contraire, je trouve que cette contrainte, et du coup c'est là où on n'est plus dans l'histoire de vendre son âme au diable, on n'est plus dans le rapport à l'argent, mais justement avec ce côté collaboratif ou ce côté collectif où on a l'habitude, nous tous ensemble, de travailler ici, et où il n'est pas forcément, bien souvent d'ailleurs, il n'est pas du tout question d'argent. Le fait de travailler tous ensemble, il y a des contraintes qui créent une créativité. Et c'est de ça dont on parle aussi, quoi. C'est cette créativité qu'on a individuellement et cette créativité qu'on a sous forme de contraintes collectives. Et où est-ce qu'est l'argent là-dedans, je ne sais pas, mais on a aussi cette contrainte-là quand il est question d'argent. Après, est-ce qu'on appelle ça plus vendre son âme au diable quand il est question d'argent que quand il n'est pas question d'argent? C'est un peu la question qui se pose.
Après, il y a deux trucs par rapport à ce que tu dis ici. Enfin, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que... je vais quand même rajouter un truc. C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire d'argent au sens de l'argent n'est pas le moteur de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Par contre, l'argent est quelque chose qui est quand même présent. C'est-à-dire le nombre de discussions qu'on a sur combien on vend les bières, le prix libre revient à qui, quel pourcentage on prend, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout absent. Je rappelle que dans un contexte où le franc suffira à la chaîne, on ne peut pas en faire l'économie, quoi. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est... enfin, il y en a deux. D'une part, c'est toi dans ta démarche, est-ce que tu tends vers quelque chose où tu sous-entends que l'argent c'est quelque chose dont il faut s'émanciper, et donc dans l'absolu que ça disparaisse complètement, ou est-ce que c'est juste que c'est quelque chose qu'il faut considérer à un autre endroit, ne pas en faire encore une fois par exemple un moteur, mais une donnée parmi tant d'autres, c'est un peu ce qu'on fait ici pour le coup. Et la deuxième chose, c'est, et là je me permets parce que c'est toi qui l'as abordé, tu disais donc que ta compagne travaillait. Du coup, dans tes choix à toi, il y a quelque chose qui est également possible parce qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression, après je ne sais pas exactement comment vous vous organisez, mais qui est dans le système un peu traditionnel et qui du coup te permet toi de développer de ton côté. Il n'y a pas vraiment de question, c'est plus une... Comment est-ce que tu peux un peu plus développer ce côté-là si c'est possible ? En fait, on touche à, je pense, quelque chose d'important. Ça va être la troisième partie, mais bon, je pense qu'on va préciser quand même. C'est tout simplement une question sociale, en fait. C'est est-ce qu'il faut conditionner. En fait, on a tous besoin de vivre. De toute façon, on a d'abord de quoi vivre. La question sociale, c'est est-ce que c'est notre créativité qui doit nous faire vivre, ou est-ce que c'est de notre créativité qu'on doit vivre? Bon, clairement, il y a plusieurs réponses. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'intermittence, c'est ce qui est beaucoup pratiqué. Il y a un bouquin de Bertrand Laïr qui s'appelle La condition littéraire. Il explique que beaucoup d'auteurs de romans font ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont avoir un salaire pour quelque chose qui n'a rien à voir avec leur activité littéraire. Et puis, soit pendant leurs vacances, ou alors ils vont prendre des congés sabbatiques et tout, et là ils vont se mettre à écrire, en fait. Et en fait, on accumule une trésorerie, et puis au moment où on veut être créatif, on dégage on va créer une trésorerie, puis en fait on va créer par intermittence, quoi. Encore une fois, je suis un peu radical, mais pour moi créer, c'est quand on crée, quand on exprime quelque chose de nous. Entre guillemets, si vous ne faites que répondre à un commanditaire, c'est pas tout à fait. Enfin, est-ce que c'est encore de la créativité? C'est une question ouverte. Et du coup, effectivement, moi je me rappelle justement quelqu'un qui m'avait dit ne te fais pas entretenir par ton épouse. Je ne l'ai pas dit à moi, il a dit ne faites pas ça, quoi. Oui, dans le sens où ce serait un peu égoïste de se dire je vais quitter mon travail, je vais créer ce que je veux et tout, je vais m'éclater, et puis je vais laisser la personne avec qui je vis, vos épouses, je vais laisser la personne avec qui je vis subvenir à mes besoins, quoi. Et puis elle va aller au turbin, elle va pas forcément faire sa vocation, en fait. Elle va juste faire bouillir la marmite. Personnellement, en fait, comment ça se passe dans mon foyer? Déjà, je suis pas parti les mains vides, en fait, je suis parti avec une épargne, avec l'idée de la capitaliser le plus longtemps possible. Ça veut dire que personnellement je fais le moins de dépenses possible, c'est-à-dire que mes dépenses c'est contribuer au loyer, contribuer à l'achat de nourriture, quoi. Et puis on a un bébé, donc évidemment contribuer à tout ce qui est maternage, quoi, parentalité. Et c'est tout, en fait. Par exemple, j'ai pas acheté de biens culturels depuis des années, quoi. Mais c'est entre guillemets, c'est un principe. Si entre guillemets ça répond à autre chose, s'il y a une action, en fait, de dépenser de l'argent pour quelque chose qui est un peu plus que de la survie, je me pose la question de est-ce que vraiment c'est nécessaire, quoi. Est-ce que
eh ben voilà, est-ce qu'en dépensant 20 € dans une activité de loisir, je viens pas en fait de perdre 20 € de ma créativité, quoi. Dans le sens où je perds, en fait, je grignote un capital, et du coup je perds ça veut dire qu'à terme je perds, je rapproche l'échéance au moment où j'aurai plus d'argent et peut-être que je serai obligé de ne plus créer, quoi, de devenir salarié ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis voilà, je me perds, c'est cool. Tu disais que tout à l'heure que la créativité c'était aussi ce qui nous permettait d'évoluer, et ça implique qu'il y a quelqu'un, enfin qu'il y a une communication, qu'il y a quelqu'un pour regarder. Mais du coup, si tout le monde fonctionne sur ton principe, en fait, il n'y a pas de circulation de culture, en fait, puisque tu dis toi-même que tu te coupes de tout pour pouvoir trouver cet équilibre économique. Et aussi, une petite question, est-ce que du coup, ça, c'est le fait que tu n'achètes pas de biens culturels, moi, je pourrais dire que c'est plus ou moins le cas, mais est-ce que c'est pas lié au fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles gratuitement aujourd'hui par le biais d'Internet, en bouquin, en CD, en machin C'est la réciprocité, en fait. C'est ça le système, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, je pars du principe que moi, ce que je fais, je le donne gratuitement. Donc concrètement, mes livres ils sont sous format numérique. Le format numérique, tu peux le télécharger gratuitement. Les livres imprimés sont vendus à prix coûtant, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'imprimeur en fait qui touche de l'argent pour imprimer le livre. Moi, je touche aucun droit d'auteur. Et par conséquent, de mon côté, effectivement, je profite de toute la culture gratuite. Ce qu'il y a sur Internet, si je fais une partie de jeu de rôle avec des personnes, c'est gratuit pour moi, quoi. Ça me coûte rien d'échanger avec elles. Il y a énormément de culture gratuite en fait. Oui, mais sur il y a aussi le don, hein, c'est-à-dire que tu peux choper un livre dans une cabine à livres. Moi j'ai régulièrement des personnes qui m'offrent des livres et tout, donc effectivement je continue à échanger avec les autres, à consommer de la culture, mais de la culture gratuite. Oui, mais les autres auteurs n'ont pas nécessairement décidé que ce soit gratuit. Sur Internet, il y a beaucoup de piratage aussi. Par contre, personnellement, je touche pas à ce qui est piraté. D'accord. Donc, culture gratuite, non pirate, en ce qui me concerne. Gratuite, volontaire, quoi. Après, moi je reviens un peu sur la question des médias qui sont exploités. C'est-à-dire que les spectacles gratuits, par exemple, ça existe. Mais ça veut dire que l'argent, la place de théâtre que tu ne payes pas, elle est prise en charge à un autre endroit par les collectivités ou des choses comme ça. Ou alors, c'est quelque chose qui a mis, je ne sais même pas si j'ai des exemples, mais qui a mis un temps infini à se faire. Parce que ce soit en termes de besoins techniques ou même de présence de comédiens qui soient des gens qualifiés, parce qu'il y a ça aussi. Ça implique un temps, si jamais par exemple nous dans notre profession devait fonctionner comme ça, je pense qu'on ferait un spectacle tous les 5 ans, quoi. Et du coup, alors ça pourrait on pourrait se dire c'est vachement intéressant parce que du coup ça obligerait à repenser à tout un système, parce que sous-entendu on ne pourrait pas vivre de ce qu'on fait, du coup il faudrait trouver un autre système pour vivre autre que le salariat obligé, mais j'ai aussi l'impression que ta consommation culturelle, elle est aussi facilitée par le type de médias que tu consommes, c'est-à-dire des livres, beaucoup de choses qui se diffusent sur Internet. Mais encore une fois, le spectacle vivant, il a ça en tout cas très ambigu et en même temps très intéressant, du fait que c'est vraiment quelque chose qui coûte beaucoup d'argent pour quelque chose d'extrêmement éphémère, quoi. Et qui aurait beaucoup de mal à exister sans, par exemple, la culture publique, quoi. On pourrait rentrer vraiment dans des détails infinis sur les différences entre théâtre privé, théâtre public et les différentes contraintes sur lesquelles chaque réseau doit répondre pour pouvoir faire une proposition en fonction. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le système que tu proposes de limiter du coup l'accès à certaines choses et qui est tu vois ce que je veux dire?
par rapport à la survie, enfin tu parlais juste de consommer juste ce qu'il faut pour vivre, en fait, de survivre. Là aussi, tu entretiens quand même un lien avec la consommation et tu fais vivre quand même des gens par rapport à la nourriture et tout ça. Ce système a ses limites aussi, puisque tu as quand même besoin du système pour survivre. Voilà. Donc je pose une question, mais est-ce que ton idéal, ça serait de vraiment pas du tout dépendre de cette société, alors qu'en fait, tu en as quand même besoin à des moments précis? Bon, déjà, je pense qu'on est tous... on n'est jamais radical sur tous les tableaux, on fait tous des compromissions. Juste comme ça, il y a le mot de système qui n'arrête pas de tomber, et je pense que c'est ça en fait qu'on est en train d'interroger. Mais on parlait de squat, pour le fait de manger, il y a le frugalisme en fait, c'est-à-dire des gens qui refusent en fait de payer leur nourriture en fait. Donc ils vont glaner, il y a tout un tas d'expériences en Europe ou ailleurs de vivre sans argent en fait. Donc il y a des alternatives. Moi par exemple, en ce qui me concerne, par exemple, je suis végétalien, donc ça fait que la nourriture me coûte moins cher aussi. Il y a aussi alors là je suis encore pas bon, j'ai des Oreos dans mon sac et tout. Je dois citer 2 autres marques. Je suis un peu gourmand, hein, même si j'ai perdu 40 kilos, donc je pense que je suis quand même moins gourmand qu'avant. Mais on peut s'interroger sur l'ascèse en fait. Si c'est pas en fait il y a quelque chose d'une vocation monacale en fait. Si justement, par exemple. Est-ce que c'est bien de manger pour... la plupart d'entre nous, on est habitué à manger au-delà de sa satiété, quoi. Et en fait, est-ce que justement, ce serait pas au contraire intéressant d'aller vers plus de jeûne, de diète, hein, et se dire de manger, par exemple, seulement ce qui est nécessaire, quoi. Et non pas ce qui est superflu, quoi. Parce qu'en fait, ce qui nous est nécessaire, c'est de s'exprimer. Donc il faut se demander toutes ces expressions, on peut la sacrifier en fait pour des choses qui sont superflues, quoi. Donc c'est juste une question de se demander ce qui est vraiment essentiel en fait pour nous, quoi. Rapidement. Bon, juste pour finir sur ma vie perso, parce que ça fait un peu... mon approche personnelle aussi, c'est le domaine public vivant. C'est-à-dire que je protège pas en fait ce que je fais par du droit d'auteur. Donc n'importe qui peut reprendre mon travail, et il se trouve que c'est ce qui arrive. Sans aucun contrôle de ma part, quoi. Et donc je pense que c'est aussi une forme de gratuité qui me semble importante. J'ai parlé tout à l'heure de l'évolution, en fait, de notre évolution en tant qu'espèce. À nouveau, il faut imaginer que notre évolution, c'est un arbre avec des branches. En fait, la créativité de chaque personne, c'est une branche, quoi, unique. Et on pourrait se dire, plus ça va dans tout un tas de directions différentes, plus on s'offre des chances d'évolution, de survie, en tant qu'espèce, quoi. Et en fait, le droit d'auteur, il a plein d'intérêts dans tout un tas de cas, notamment concentrer en fait les ressources financières dans les mains de certaines personnes. Mais en fait, si on considère notre évolution créative, en fait, le droit d'auteur, il coupe des branches en fait de là. Par exemple, si vous prenez Mickey Mouse, c'est protégé par le droit d'auteur. Normalement, 70 ans après la mort de Walt Disney, Mickey Mouse est censé tomber dans le domaine public. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des armées d'avocats qui s'arrangent pour chanter le droit d'auteur. Bon, vous voyez, Michael Jackson est décédé, mais en fait, ce qui est pour la plupart des grandes stars, on stocke en fait tout un tas d'œuvres posthumes. Une fois que la personne elle meurt, l'idée c'est de ressortir un inédit tous les 20 ans, et tac, on reprolonge
replonge droit et tout, et ils font ça avec Tintin aussi. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Lionel Morel qui interroge beaucoup cette pérennité en fait des œuvres. Et il dit Tintin c'est une œuvre très très protégée par le droit d'auteur, et en fait on constate que ça a tué Tintin en fait. C'est-à-dire que comme après la mort d'Hergé, personne n'a le droit de faire des aventures de Tintin. Et du coup en fait on constate que Tintin n'a pas vraiment de postérité quoi. Bon là on va dire il y a Philippe Spielberg. Mais ouais, enfin en même temps par exemple Lucky Luke ou Astérix a une postérité. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Parce que quand tu vois ce que ça devient, c'est quand même... Ouais, mais parce que c'est une postérité qui est contrôlée encore par une personne, par un ayant droit en fait. Et donc, essaye d'imaginer que Astérix en fait tombe dans le domaine public. Tout le monde peut raconter l'histoire d'Astérix. Enfin, qu'est-ce qui fait la force vraiment d'un personnage comme Sherlock Holmes? C'est qu'il est dans le domaine public. Et du coup, tout le monde peut raconter ces histoires de Sherlock Holmes. Et c'est une licence qui est hyper foisonnante. Enfin, une licence, du coup, c'est pas une licence. C'est super intéressant, tandis que Tintin est mort en fait. Plus personne ne raconte l'histoire de Tintin juste parce qu'on n'a pas le droit en fait. Je sais pas si la postérité, t'as l'air de dire que la postérité c'est vraiment lié à la pérennisation d'une œuvre en fait, mais je sais pas si, je prends un exemple vraiment à la con, la Joconde elle a sa postérité, tu pourras me dire après qu'elle a été déclinée, on lui rajouter des moustaches et ce que tu veux. Mais ouais, mais est-ce que c'est une manière, est-ce que c'est vraiment pour la pérenniser, est-ce que c'est pour se réapproprier l'œuvre, j'en sais rien, mais enfin il y a plein de choses si tu veux qui n'ont pas eu d'après des œuvres, mais qui sont dans la postérité parce que, peut-être plutôt parce qu'il y a une reconnaissance publique ou d'autres choses, mais je suis pas sûr que ce soit lié. Pour moi, l'exemple extrême de ça, c'est par exemple les personnages de comics américains, si tu veux, les Superman, les machins, qui ont presque 100 ans aujourd'hui, qui n'ont pas vieilli, qui sont passés dans tellement de mains qu'en fait, tu te dis, mais il a eu combien de vies, c'est laquelle son histoire authentique en fait. Je trouve que la pérennisation, le fait que ça passe dans plein de mains, tu peux aussi perdre l'authenticité d'un personnage. Voilà. Moi je pense que dans ta question, il y a deux questions. Il y a la question du droit d'auteur quand l'auteur est vivant et la question du droit d'auteur quand l'auteur est mort. Parce que quand l'auteur est mort, effectivement, je trouve ça questionnable que les ayants droit, c'est aussi la question de l'héritage de manière un peu plus générale, il y a des gens qui n'ont rien écrit ou rien chanté ou qui du coup touchent des droits et décident de la postérité d'une œuvre, c'est très particulier. Maintenant, le droit d'auteur, et pourtant j'en ai contre les sociétés qui dégèrent actuellement parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de gestion et d'enrichissement de certains et pas d'autres. Mais il est quand même là au départ, il est imaginé pour protéger les auteurs de récupération de leur œuvre. Moi je pense que c'est important que les auteurs soient aussi protégés, même en dehors de la question de l'argent, mais protégés dans le fait qu'ils aient fait quelque chose et que c'est bien qu'on dise que c'est eux qui aient fait quelque chose, c'est tout. Et je crois qu'il y a une dérive liée à l'argent dans le droit d'auteur, mais le droit d'auteur pour moi est quand même essentiel. Voilà. Juste pour être sûr, c'est très important ce que vous dites. On est sur une idée de proposer et pas imposer. Enfin, je suis pas en train de dire, je suis pas pour l'interdiction du droit d'auteur. Juste pour être sûr. Et tout dernier truc sur le perso, c'est la mendicité en fait. Il y a le concept de à une époque, c'était quasiment que ça, mais dans mon Moyen-Âge, mais il y a le concept de jouer au chapeau, en fait. Un artiste de rue, l'idée c'est de vivre comme un artiste de rue. C'est-à-dire que, personnellement, en fait, je vends absolument pas mes œuvres. Donc, la personne qui veut, moi j'ai dû faire, 30 bouquins, qui veut les 30 bouquins, il va prendre les 30 bouquins, il peut me donner 0 € s'il veut, quoi. Mais de permettre en fait, de permettre aux gens de donner s'ils veulent, quoi. L'avantage en fait de demander des dons, c'est que c'est aussi une demande inconditionnelle, c'est-à-dire que quand vous donnez à un créatif, plutôt que de lui acheter quelque chose, eh bien en fait c'est une façon de dire
je te soutiens, quoi que tu fasses en quelque sorte. Je te soutiens pas pour ce produit en particulier, quoi. Et du coup, ça veut dire que le créatif peut choisir de vendre ou de ne pas vendre, quoi. Le ou la créative, hein. Désolé si des fois je masculinise un peu trop. Je suis désolée, je vais repartir un peu sur le théâtre, et justement par rapport à l'art de rue et tout ça. Moi, justement, dans le système, je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord, mais je suis pas sûre qu'on soit non plus pas d'accord, mais je pense que c'est peut-être deux choses différentes. Sur la question des deux dates de représentation, d'un système subventionné, etc., le milieu de l'intermittence, pour moi, coupe quand même la créativité. Pourquoi ? Enfin, c'est-à-dire peut permettre la créativité à certaines personnes. L'intermittence du spectacle, pardon. Parce que quand on voit, enfin, je vais partir d'expérience personnelle. Moi, je fais de la mise en scène et aussi je suis comédienne, mais la dernière fois qu'on a créé un spectacle, donc avec pas de subvention, pas d'argent ici même, avec 50 € exactement, et même pas, on les a pas tous dépensés. Donc c'était on a fait ça l'hiver dernier. Le problème, c'est que du coup tout le monde doit avoir l'intermittence du spectacle, donc c'est un peu la course aux heures et tout ça. Et quand on a, je sais pas, donc là moi je fais souvent des trucs avec 20 personnes, donc là il y avait 20 personnes, on n'a jamais les 20 personnes en même temps, donc ça coupe un peu la créativité d'un projet. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on est dans un travail d'écriture, puisqu'on est seul, a priori, enfin, sauf si on travaille en collaboration sur l'écriture. Mais du coup, la question du spectacle vivant, en tout cas pour mon cas, parce que je fais des trucs avec beaucoup de gens, c'est un peu problématique cette question d'intermittence, parce que des fois je me retrouve avec des gens qui sont, alors là je parle pas spécialement de ce projet-là, qui sont hyper intéressés par le projet, qui sont hyper engagés, mais en fait là je dois aller faire un truc payé à droite, faire un truc payé à gauche et tout, et on se retrouve un peu coupé de notre créativité. Et créativité, j'entends dans le sens de temps de recherche, le temps de recherche de plateau avant de produire l'objet, parce qu'en fait la représentation on passe dans la phase de production, même si après c'est discutable aussi. Mais du coup, et juste pour ajouter un tout petit truc, je me pose pas mal de questions là-dessus, parce que je travaille avec pas mal de troupes amateurs. Donc qu'est-ce qui définit l'amateurisme et le professionnalisme ? C'est compliqué, et surtout, par exemple, j'ai plein de troupes amateurs autour de moi qui jouent, mais alors 10 fois plus que nous, quoi. Du coup, parce que eux, comme ils sont pas dans un système où ils ont besoin d'argent pour créer, on va employer un peu des grands mots, et du coup, ils peuvent aller faire des dates un peu partout en France, dans tous les festivals amateurs et tout ça. Et du coup, je me rends compte que moi, mon spectacle, là, mon dernier spectacle, je l'ai fait 2 dates, et eux, ils ont fait 20 dates. Et bon. Bâtard. Mais du coup, voilà, ça pose la question de comment est-ce qu'on réussit à diffuser nos œuvres. Mais en même temps, on a besoin de survivre. Donc comment faire en fait Est-ce que nous aussi, en tant qu'artistes vivants, il faudrait peut-être qu'on invente autre chose, ou je sais pas, ou comment se définir, pas que par rapport à l'intermittence du spectacle, par exemple. Je rebondis sur ce que tu dis, et aussi ce dont on parlait sur la question de la collaboration dans un collectif, où tu parlais d'un illustrateur ou d'une illustratrice qui viendra travailler avec toi. Effectivement, dans des équipes comme on a, grosses ou pas grosses, on travaille avec des collaborateurs qui sont dans une créativité de plateau évidemment, mais qui ne portent pas le projet quand même parfois. Et donc effectivement, ça soulève quand même des questions comme ça. Quand c'est ton projet, même associé, où tu vas toi-même être créatif et t'exprimer, est-ce que c'est tout à fait la même chose? Bon, ça s'entraîne un peu sur le théâtre, ou peut-être sur le cinéma. Est-ce que c'est tout à fait la même chose quand on est acteur sur un plateau, qu'on défend peut-être pas le projet au même endroit? Je ne dis pas qu'on défend pas le projet quand on est acteur sur un plateau, mais quand même c'est pas son bébé, quoi. Et donc effectivement, on a des questions comme ça aussi, de demander à une équipe dont c'est pas le projet
de s'investir gratuitement pour faire exprimer leur créativité, mais surtout la tienne, quand même, faut le reconnaître parfois, pas toujours, mais parfois. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué, et effectivement on a des soucis comme ça de temps de travail, de recherche, hein, vraiment, voilà, qui n'est pas tout à fait au même endroit quand on est seul sur son projet, voilà. Moi, je voulais juste aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de donner son travail, en fait. Pour moi, c'est important de le vendre, en fait, parce qu'au moins c'est un échange. Sinon, j'ai juste l'impression qu'on m'enlève quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant. Enfin, il y a un rapport un peu comme ça aussi. Je sais pas si ça a vraiment un lien, ça me vient comme ça, mais en psychanalyse aussi, on dit que pour que le travail soit vraiment effectif, ta psychanalyse, il faut que tu la payes, en fait. C'est que tu donnes quelque chose de toi pour recevoir quelque chose. Et moi, c'est comme ça que je ressens la chose aussi par rapport à... C'est un échange. Voilà. Et juste donner ce que je fais, j'aurais juste l'impression de me faire dépouiller de quelque chose, en fait. Voilà. Je pense que la subtilité aussi qu'il y a parfois... Enfin là, j'ai l'impression justement que c'est ça qui vous sépare là-dessus, c'est l'aspect pièce unique. Ah, mais c'est des pièces uniques qu'il fait aussi. Enfin, j'en sais rien, mais c'est des collages, ouais. Tu vois, des choses comme ça. Je me suis permis, j'ai ramené le bleu aussi. Mais il y a cette notion-là aussi dans la créativité, et on est dans quelque chose comme ça à l'heure actuelle, avec la société dans laquelle on vit, avec le capitalisme, avec la production de masse et tout ça. Et c'est là où on a cette subtilité-là aussi. C'est... est-ce que je vends une pièce unique qui m'est propre et que je ne reverrai jamais ou que je ne reproduirai jamais à l'identique, et un objet, enfin, tu connais ça aussi vu que tu es graphiste et que j'en sais rien, tu fais des affiches et qu'elles sont tirées à 15 000 exemplaires et que... Oui, mais c'est pas un travail mais qui m'appartient. Voilà, justement. exactement. C'est autre chose. C'est cette subtilité-là dont je parle. Et puis c'est aussi un système économique qui fait que, la vente de sculpture, même si c'est pas ce qui me fait vivre, qui me permet de continuer en fait, qui me permet de payer ma cotise ici, bon, même si c'est pas, heureusement c'est pas ça qui me permet de payer ma cotise ici, mais enfin, tu vois que le lieu tourne, d'acheter de la terre, tout ça quoi. Juste sur mon salaire, par rapport à ce que tu avais dit, j'ai un salaire en fait, c'est tous les jours sur ma boîte mail ou par téléphone ou en vis-à-vis en fait. J'ai une personne qui vient me parler de mon travail et puis de comment elle l'a reçu, ce que ça lui a inspiré et ce qu'elle fait en retour et tout. Voilà, c'est pas forcément des euros, mais en fait, et cette personne-là, elle a pas forcément, ça se trouve, elle a déboursé aucun centime, tu vois, pour avoir ce que j'ai fait. Et puis en fait, tu vois, moi sur ma boîte mail tous les matins, je reçois mon salaire en fait. Bon après, j'espère que les créatifs salariés reçoivent aussi des mails sympas. Hein. En fait, on va juste, pour finir, élargir vraiment ça à la question du collectif, en fait, parce que ça peut paraître un peu égotique, un peu très individuel, cette façon de voir les choses. Mais en fait, je pense que ce qu'on veut, c'est être autonome. Ce qu'on veut, c'est avoir la possibilité de s'exprimer, que ce soit tout seul ou au sein d'un collectif de créatifs. Et on veut avoir la possibilité de s'engager, voilà, en fait, d'être maître de son emploi du temps et de pouvoir le remplir avec sa vocation, quoi. Et en fait, clairement, là on a évoqué 1 milliard de difficultés. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer de logiciel en fait? Et quels sont en fait les changements à venir? Quelles sont les expériences déjà en cours, communautaires, de modèles de société en fait, qui permettraient ça en fait à grande échelle et pas uniquement sur certaines personnes qui feraient des têtes de pont en fait. Déjà en fait, tout simplement, on peut émerger en fait vers vers une vie sociale qui ne soit pas axée sur la transaction. Parce que bon, grosso modo, c'est comme ça que notre monde fonctionne principalement aujourd'hui, hein, sur la transaction, mais sur le partage, sur la réciprocité, c'est-à-dire que, en fait,
tu fais ce que tu as à faire, quoi. Tu contribues à ta façon, et puis tu peux profiter de ce dont les autres contribuent, quoi. C'est pas un échange un pour un, ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est simplement de quoi on est en train de parler, on est en train de parler des communs. C'est vers ça en fait qu'on peut tendre pour permettre ce système. Je pense qu'il y a un fondement philosophique sur tout ça, c'est le droit à la dignité humaine. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre en fait, c'est-à-dire avoir un toit sur sa tête et avoir de la nourriture dans sa gamelle, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on a à mériter, mais à mériter notamment en faisant une production en fait, et en modélisant cette production. Ça devrait être un droit. On devrait se dire que en fait tout le monde a le droit d'avoir un toit sur sa tête et de la nourriture dans la gamelle, quoi. Et puis peut-être même un peu plus, tant qu'à faire, quoi. Et c'est des hypothèses qui sont défendues notamment par Bernard Friot avec le concept du salaire à vie en fait. De se dire on a une économie qui génère un capital. Bon, en plus en théorie, si l'État avait la capacité de créer sa propre monnaie, parce que il pourrait générer la monnaie, c'est-à-dire on a besoin de ça pour vivre, on génère la monnaie. Enfin, c'est juste un paradigme différent, quoi. Et où l'idée, c'est tout simplement de se dire le capital, d'où il vient, en fait, il vient de justement ce qui a été pris aux créatifs. Donc en fait, le capital, il nous appartient. Donc il nous appartient justement de le distribuer, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que on reçoit, le principe du salaire à vie, c'est que on reçoit un salaire qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de ce qu'on fait dans la vie. Ou alors, et je pense que le fondamental de ça, c'est que tout simplement on considère que tout le monde contribue, tout le monde à sa façon contribue. À la rigueur, même une personne neuroatypique qui passerait ses journées dans un fauteuil et lit un journal, et il contribue à ce qu'on est en tant que société compatissante, le regard qu'on va porter sur elle, ce qu'elle va nous apporter en termes de compassion, je suis désolé, ça mérite un salaire. Cette personne qui peut-être effectivement a fait un arrêt cérébral et passe ses journées dans le fauteuil à lire le journal, elle mérite un salaire. Elle le mérite comme n'importe qui, le droit à la dignité humaine. Et quelqu'un qui a décidé de faire de la musique punk absolument invendable, plutôt que de faire quelque chose qui va charter dans le top 50, il mérite un salaire en fait. On ne devrait pas conditionner à notre efficacité, notre rentabilité et à la cohésion de notre production avec les désirs de ceux qui peuvent acheter en fait. C'est ça en fait le projet de société. C'est un glissement en fait, un glissement sociétal vers ce qui est aujourd'hui une société ouvrière qui est basée sur une production en fait qu'on nous arrache, et dont on nous laisse seulement un rebut en fait. Vers une société, donc ça c'est la société ouvrière, et qu'est-ce qu'on veut en fait? Ce qu'on veut c'est la société œuvrière, quoi. Qui de toute façon est inéluctable parce que en plus le principe de la société ouvrière, du capitalisme, c'est de détruire de l'emploi en fait pour maintenir la domination. Donc de toute façon c'est quelque chose qui crée systématiquement du chômage, donc en fait on se retrouve désœuvré pour le coup. Et qu'est-ce que ça fait des chômeurs en fait? Les chômeurs ça crée de la valeur, c'est aussi dire le travail bénévole il a de la valeur, quoi. Par exemple on me dit ouais, toi tu fais rien, c'est ta femme qui t'entretient. On me dit non, les gens sont sa femme, c'est pas ça. Bah ouais, sauf que moi par exemple, je passe, je sais pas, 60 heures par semaine à faire les travaux ménagers dans la maison, puis à m'occuper de mon bébé, quoi. Alors effectivement, je vais pas salaire là-dessus. Mais est-ce que vraiment j'ai fait aucune production, quoi? Il y a plein de choses comme ça, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, les estimations de ce que coûterait en fait une femme au foyer si on devait une femme, un homme au foyer, pour le coup, si on devait payer cette personne, quoi. Il faudrait la payer, je crois, 2000 €, quelque chose comme ça, quoi. Après, moi globalement je suis
tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Après, je sais aussi qu'il y a des risques vraiment avérés de glissement par rapport à certains points. Par exemple, cette histoire de la valeur de quelqu'un qui entretient un foyer, par exemple, c'est quelque chose qui est théorisé et développé par l'extrême droite, notamment. C'est une des propositions, je crois, du Front National, où c'était vraiment des gens du courant vraiment radical des Républicains qui disaient on va créer une espèce de RSA spéciale femme au foyer parce que ça a de la valeur. Oui, parce que de toute façon, il y a salaire à vie et revenu à vie. Le salaire à vie, c'est de gauche. Le revenu à vie, c'est d'extrême droite. Ou capitalisme, mais bon, si vous suivez quelqu'un comme Étienne Chouard, en fait, le capitalisme, c'est d'extrême droite, en fait. C'est-à-dire, c'est la domination, en fait. C'est la loi du plus fort. Donc, en fait, le capitalisme, c'est un fascisme. Parce que là, ton exemple, en fait, c'est un revenu conditionné à une production, quoi. Tu vois, sur une personne, sur une production identifiée. Le salaire à vie, c'est différent. Le salaire à vie, et puis à la rigueur, si tu passes ta journée à dormir dans ton lit, à rien faire, tu mérites ton salaire à vie. Ou alors justement, enfin, c'est la question du mérite, en fait. Il faut enlever le mérite de nos vies, quoi. On n'a pas à mériter. Mais j'ai quand même l'impression que ce système-là dont tu parles part du principe que chacun ferait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire soit rien dormir, soit faire de la sculpture ou machin, mais en fait, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour aller cultiver, ramasser les trucs que tu vas mettre dans ton assiette, qui fasse les fringues que tu vas porter, et lui il a peut-être pas spécialement envie de le faire, ce boulot-là. Enfin tu vois, il y a un moment donné, façonner des jeans ou bosser à l'usine toute la journée, c'est peut-être nécessaire au fonctionnement d'une société ou à ton fonctionnement individuel, je sais pas. Et la personne qui est au départ de ça, elle a peut-être pas envie d'être là en fait, au départ. Et pourtant, il faut quelque part que ça existe, entre guillemets, pour porter des fringues, une paire de baskets ou je sais pas quoi. Nike. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais si on enlève cette obligation de travailler, on va repartir. Enfin, moi, je crois beaucoup au bénévolat, et je pense qu'on en fait tous ici, parce qu'en fait, on y trouve un plaisir. Et donc, en fait, s'il n'y a pas d'argent, ben, il y a aussi du plaisir, et je pense qu'il y aura des gens qui seront très très contents de faire des pantalons. Je pense, juste, le bénévolat, je pense qu'il a enfin, le bénévolat a du sens si tu as le sentiment que ce que tu fais a du sens. Tu vois, si tu fais des paires de pompes toute la journée, que tu colles la semaine toute la journée pendant toute ta vie, je sais pas le sens que ça. Oui, mais justement, moi j'ai l'impression que ta remarque, même si je la comprends, elle est assujettie au fait que tu changes pas le paradigme global du système. C'est-à-dire que tu prends le système tel qu'il existe aujourd'hui, en imaginant des gens dans ce système-là tel qu'il fonctionne, avec des gens qui foutent rien. Il y a des gens qui sont jugés. Mais sauf que, je crois que ce dont parle Thomas, c'est une telle refondation du système que de toute façon ça change les choses. Il n'y a pas l'idée de gens qui triment toute la journée à l'usine pour faire des baskets. Oui, ben c'est ça. Ce paradigme-là, il est changé de fait par le changement induit par le... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme ça se passe aujourd'hui, sauf qu'il y a des gens qui font plus rien. Tout change, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu peux pas appliquer une espèce de calque comme ça. Non, mais j'ai l'impression que tu peux pas non plus vivre dans une société où il y aurait où tu serais assujetti à aucune contrainte, ne serait-ce que pour t'assumer toi en fait. Mais en fait, la contrainte, elle existe toujours. Il y a pas, je crois pas que l'idée c'est de choisir de quelle contrainte on parle. C'est pas de faire disparaître la contrainte, ça n'existe pas. Vivre, c'est une contrainte. Voilà, vivre est une contrainte, c'est pas mal, ouais. Ok, au revoir. Vraiment, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci.